Bienvenue à cette édition du 12 février de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, depuis quelques années, le mois de février est pour plusieurs synonyme de sobriété. Le mouvement a été créé à la base pour amasser des fonds pour la Fondation Jean Lapointe. Ce mois sert maintenant à parler et à faire réfléchir les gens sur leur consommation d'alcool. Pour en parler, nous avons rencontré Kira, coordonnatrice clinique chez Toxic Action. Je vais t'avouer qu'un prétexte pour l'abstinence, on va le prendre. C'est la 9e année, là, vraiment pour le mouvement là, du mois février sans alcool. C'est la 9e année pour la Fondation Jean Lapointe. C'est le fun parce que pour une fois, on nous parle d'alcool d'une autre manière. On est habitué de parler d'alcool justement pour inviter les gens, pour socialiser, en tout cas pour fêter. Il y a beaucoup d'occasions de consommer de l'alcool. Donc un mois sans alcool, on va le prendre. C'est une bonne défaite là, pour réfléchir à notre consommation d'alcool. Je pense que c'est important. Oui, et justement, pas besoin d'être un alcoolique qui boit tous les jours. Là, ça peut faire du bien à tout le monde, un mois sans alcool. Oui, bien, je pense que le plus important là, c'est de se questionner, justement, d'en parler avec tout le monde. Pourquoi tu fais ce mois-là sans alcool? Il y a souvent la première réponse, « Hey, je suis pas capable ». Fait que ça, c'est intéressant parce que justement, c'est pas quelqu'un c'est des gens qui vont être très, très fonctionnels, mais qui se voient pas lors d'occasions avec les amis de pas consommer les substances ou un souper. Tu sais, les prétextes pour la consommation d'alcool au Québec, là, on en a beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, elle est associée à beaucoup de prétextes d'événements spécifiques. Fait que, c'est ça. Souvent, les gens, ils se voient pas sans consommer. Par contre, justement, sans avoir de problème associé à ça, ça serait important de se questionner, c'est quand que je consomme, pour quelle raison je le fais. C'est-tu juste pour socialiser ou je viens me récompenser après une semaine de travail avec ça ou je viens, au contraire, j'ai une journée stressante, j'ai besoin de relaxer, je vais consommer. Donc, c'est intéressant de justement se questionner. Puis ce mois sans alcool-là fait en sorte que justement, on est plus vulnérable parce qu'on n'a pas cette béquille-là. C'est là, on se rend compte, hey, OK, je n'aurais pris une bière à ce moment-là. Oups, mon vin me manque. Pourquoi? T'sais? Fait que c'est vraiment, ça amène des belles réflexions, là, ce mois d'abstinence-là. La question qu'on se fait souvent poser, les gens aimeraient tellement savoir une solution magique là, qu'on pourrait appliquer à n'importe quoi. Il y a plusieurs trucs. Par contre, ça demande de l'effort, puis des remises en question, puis de l'énergie. Parce qu'on s'entend que c'est des habitudes qui sont souvent très, très ancrées chez les gens. Donc, des trucs, justement, de se questionner pourquoi on boit, dans quel contexte. C'est-tu pour socialiser? C'est-tu pour, comme je dis, associer à une récompense? C'est-tu parce que je suis stressée? Et d'aller répondre à ce besoin-là par une autre alternative. Donc, c'est important de répondre à ce besoin-là, par contre. Donc, si d'habitude, j'avais justement mon opportunité de consommer de l'alcool avec mes amis, donc c'était pour socialiser. De quelle manière je peux répondre à ce besoin-là sans l'alcool? Donc, je peux appeler ma meilleure amie. Tu sais, des fois, quand on est moins à l'aise de discuter avec nos amis, puis l'alcool nous aidait un petit peu à se dégêner, mais utiliser une personne avec qui tu es de confiance, puis à qui tu as justement moins de gêne. Donc, appeler un ami, aller prendre une marche. Si ton besoin, c'était de te récompenser après ta semaine d'ouvrage, mais trouver une activité qui te passionne ou des fois, on prend moins le temps aussi, tu sais, quand on est jeune, on essaye plein de choses. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Mais en vieillissant, on dirait qu'on prend moins le temps de faire ces choses-là. Donc, d'utiliser ce moment-là, justement, quand on se retrouve des fois à rien faire, bien, OK, j'avais aimé ça peinturer, donc je vais réessayer de peinturer. Ou j'ai abandonné mes raquettes, ils prennent la poussière dans le sous-sol, mais c'est un bon moment là, pour les ressortir. Donc, trouver des alternatives, là, c'est quand même assez gagnant. Puis trouver le besoin que l'alcool va répondre aussi. Dans le fond, se questionner sur je consommerais pour quelle raison. Et si là, on se rend jusqu'à la fin du mois, on a réussi notre défi et là, ça veut dire on peut recommencer? Oui, en espérant que le mois va avoir amené son lot de réflexion aussi, puis de garder ces réflexes-là avant de consommer. Puis peu importe le mois, là, il y a quand même trois niveaux à ce mois sans alcool-là. Il y a sans alcool, il y a les semaines sans alcool, puis il y a les week-ends sans alcool. Donc, d'ajuster ses objectifs en fonction de nous, là, c'est important aussi. Donc, s'il y a des gens, justement, qui se disent « OK, moi, je me vois pas consommer pendant un mois », bien, as-tu déjà essayé de pas le faire la semaine? As-tu déjà essayé de pas le faire la fin de semaine? Donc, c'est important de mettre ces objectifs-là qui sont réalistes puis atteignables parce qu'après ça, bien, c'est gratifiant.
pour de vrai, il y a plus de défaites à pousser les gens à consommer qu'à respecter. Puis ça, c'est vraiment associé à l'alcool parce que si tu m'offres une cigarette en sortant d'ici puis je te dis non, tu m'achaleras pas. Tu sais, ah ouais, prends-en une, je vais t'allumer. Ou les gens vont... Ou sinon, tu sais, si on va avec d'autres substances, là, les gens mieux pas en parler. Là, c'est super tabou. Tandis qu'avec l'alcool, on banalise beaucoup. Là, puis on l'associe, en tout cas, justement, à un rythme de vie ou au plaisir tout le temps. Là. Fait que c'est ça, là, les défaites vont venir beaucoup plus difficilement. Mais je pense que c'est important justement d'en parler, puis d'aller regarder aussi c'est quoi notre malaise. Nous, quand on offre une consommation aux gens puis qu'ils nous disent non, pourquoi qu'on insiste, tu sais? Puis pourtant, on se le fait dire ces temps-ci, quand c'est non, mais on dirait qu'on insiste tout le temps, là, on a un petit malaise. Fait que j'invite les gens à se questionner par rapport à ça, je pense que ça serait important. D'arrêter pendant un mois, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de contextes de consommation qu'on aurait négligé quand on est dans le beat de vie normal. Puis c'est pas facile, tu sais, je parle d'alternative à la consommation, mais c'est pas facile de se tourner vers une alternative qui va être moins immédiate, qui va être des fois, justement, réessayer des nouvelles choses, ça nous demande d'acquérir des affaires. Là, il fait froid, fait que sortir faire de la raquette, c'est pas tout le temps propice, tu sais, ça demande un peu d'imagination, puis c'est pour ça que je disais tantôt, la solution magique, il n'y en a pas, tu sais, ça demande justement de la rigueur, ça demande de se questionner, ça demande d'essayer des nouvelles choses aussi des fois. Fait que ça demande quand même beaucoup plus d'efforts que juste quand même. Et là, si une personne se rend compte que « Hey, je suis pas capable de m'en passer, je pense que j'ai un problème plus important », qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Oh, que ça, c'est difficile pour les gens de se rendre jusqu'à là. Donc, déjà, d'en arriver là avec une réflexion, là, wow! Sinon, ils peuvent nous appeler, on peut faire la réflexion avec eux autres. Il y a le Centre de réadaptation dépendance là, qui couvre notre secteur, qui peut justement les aider là, dans leur démarche par rapport à ça. Sinon, il y a le site Internet Trouve ton centre. Donc, c'est toutes les ressources au niveau du Québec là, associées à la dépendance. Donc, juste trouve ton centre sur Internet, puis tu rentres tes informations, qu'est-ce que tu recherches. Si tu recherches du traitement, si tu recherches justement plus une discussion avec un intervenant, donc tu vas avoir la ressource qui va pas répondre à ce besoin-là. Donc, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux. On a Facebook, Instagram, Snapchat, qui est identifié par Le Bunker. On va essayer d'ajouter des informations en lien justement avec ce mois-là sans alcool pour vous aider à passer au travers. Le bol d'or d'improvisation n'aura pas lieu cette année. La dernière édition remontant à 2019, la décision n'a certainement pas été facile à prendre pour le conseil d'administration de l'événement. Le président du bol d'or, Pierre-Yves Bédard, nous explique pourquoi cette décision a été prise et nous indique que d'autres projets d'impro auront tout de même lieu cette année. En fait, c'est niaiseux à dire. Ça fait 3 ans qu'on reporte le bol. Puis tu sais, c'est un événement, veut pas, c'est un tournoi d'impro provincial. Fait que tu sais, on a à peu près une 80aine de joueurs. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars à organiser. On a des dizaines et des dizaines et des dizaines de bénévoles. Fait que tu sais, c'est un gros événement qui se passe sur une fin de semaine très concentrée. Fait que tu sais, de gérer toutes les mesures, le nouveau variant, tu sais, parce que présentement, on est au mois de février. Nous, on a déjà commencé à se préparer depuis le mois de septembre. Fait que tu sais, quand est venu le mois de novembre, on était convaincus qu'on était parti pour la gloire, là, mais avec tout ce qui s'est passé dans les derniers temps, forcé d'admettre que si on veut offrir un bol à la hauteur de ce qu'on désire pour le public qui va venir nous voir, on ne veut pas faire une version légère, une version semi-haut. Là, fait que, tu sais, puis oui, il y a l'aspect bénévole, désinfection, toutes les mesures, mais on fait venir du monde d'ailleurs aussi, de gérer tous les trafics, puis veut pas, l'impro, c'est un sport qui est très social. C'est beaucoup de rassemblements, beaucoup de fait de commencer à gérer ça, on ne voulait pas. Puis dans un autre temps, bien, au niveau financier, on ne peut pas assurer le bol à même nos propres réserves financières. Fait que d'aller voir les partenaires, de leur dire, bien, on veut de l'argent, mais on ne sait pas si on va le faire, puis si on ne le fait pas, bien, ça avait ni queue ni tête dans notre tête à nous. Fait que quand on va revenir, on va être prêt. La motivation est toujours là. On est toujours crinqué à le faire, sauf que c'est ça, tu sais, veut pas. Dans nos bénévoles, on a des gens aussi qui sont des fois plus âgés, des gens, tu sais, on n'est pas tous à la même place non plus avec le virus. Des fois, il y en a qui ont plus de crainte, il y en a qui en ont moins. Fait que c'est de jongler avec tout ça, mais on ne peut pas dire on le fait puis on ne tient pas compte de l'opinion des autres non plus. Fait que, tu sais, on veut vraiment mettre ça derrière nous
pour que le monde retrouve le bol d'or qu'ils ont toujours aimé. En fait, on avait collaboré avec la télé du Haut-du-Lac pour Impro en 4 coins, v'là 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, j'imagine qu'on va voir des images là-dessus. Là. C'est un super beau concept avec la salle de spectacle en arrière. Et c'est vraiment de l'impro dans des carrés de 2 mètres par 2 mètres. C'est du 2 contre 2. Avec les jeux de caméra, on s'y croit quasiment. Puis les joueurs sont habitués maintenant. Dans le temps, ils n'étaient pas habitués de jouer à 2 mètres. Maintenant, ils le sont. Fait que, tu sais, on peut jouer, oui, sans masque. Puis on essaie de recruter des joueurs de calibre, je pourrais dire bol d'or. Fait que c'est semi-professionnel à professionnel. Donc, ces gens-là, ça ne leur dérange pas là, d'être dans... Peu importe l'environnement, puis le défi que tu leur lances, là, ça les allume plus qu'autre chose. Fait qu'ils sont pas mal pris. Puis, c'est ça, ce projet-là, bien, pas de public, c'est un projet télévisuel, donc plus facile de gérer toute la patente, mais c'est quand même un gros projet, puis on est vraiment content de se rembarquer là-dedans. C'est sûr qu'on a besoin de moins de bénévoles. Il y a un petit peu d'animation. La télé fournit vraiment tout le staff pour le tournage. Nous, on s'arrange avec notre gang pour les arbitres, aussi le petit bénévolat de placement, des affaires de moins gros ordre, mettons. Mais oui, les détails vont venir, on va l'annoncer. C'est sûr que sur nos réseaux sociaux, on va le publiciser un petit peu parce qu'on veut aussi que les gens le regardent à la télé, mais que ça soit le temps de le diffuser. C'est sûr que présentement, il est peut-être un petit peu trop tôt. Il faut se revirer de bord. Fait que oui, on regarde déjà ça dans les prochaines semaines, revisiter notre formule selon le nombre de places. Puis le fait d'y aller mollo, bien, on va voir à quel point le mollo se démolle dans les prochaines semaines. Là. Fait qu'on pourra peut-être avoir un... C'était super le fun quand on le faisait cet automne. Là, on avait la micro à pleine capacité, on avait ramené les bandes, le 4 contre 4. On espère revenir à ça, mais s'il faut faire une version un peu plus épurée, bien, on le fera. Shane Gauthier était de passage à Dolbeau-Mistassini avec la Coupe Grey cette semaine. Le joueur numéro 44 des Blue Bombers de Winnipeg tenait à partager sa fierté avec les siens et avec la ville dans laquelle il a commencé à jouer au football. Le maire André Guy en a profité pour lui annoncer qu'il serait intronisé au parvis des Bleuets étoilés devant l'hôtel de ville, où d'autres citoyens s'étant illustrés figurent. Le football entre dans sa vie alors qu'il est âgé de 13 ans, grâce à la Ligue de printemps de son équipe locale, le Beauwater. Trop jeune pour jouer, il participe au camp d'entraînement. Il intègre officiellement l'équipe l'année suivante. Il est dès lors approché par le programme de sport-études football de Saint-Georges-de-Beauce. Il se joint aux Dragons du circuit cadet 2A. Jusqu'en 2009, tant que ça lui a été permis, il revient jouer le printemps et après son année au football scolaire à Saint-Georges-de-Beauce pour intégrer l'équipe locale devenue les Patriotes. Cette dernière année de la Ligue civile régionale, il intègre le cégep Beauce-Appalaches de l'équipe collégiale 2A des Condors. Il se distingue régulièrement, que ce soit comme membre des équipes étoiles ou meilleur recrue ou joueur défensif de l'année. La suite de son histoire est un petit peu mieux connue. Il intègre le Rouge et Or de l'Université Laval en 2012. Bien qu'il remporte avec eux 2 fois la Coupe Vanier et qu'il s'y démarque par plusieurs distinctions, il met du temps à être mis à contribution et attend souvent sur les lignes de côté. En passant, Shane, quand tu as été gagné la Coupe Vanier, c'est probablement les 2 seules fois de ma vie que je vais avoir pris pour l'Université Laval. Preuve que son succès est aussi une affaire de patience, de persévérance et un brin de chance, il lui aura fallu les blessures de certains coéquipiers pour qu'il ait finalement la chance de montrer son talent et de s'attailler une place de choix dans la formation. Pour vous dire une chose, au football universitaire, il y a 100 appelés et 100 gars qui pratiquent toute la semaine, puis dans les games, ils en choisissent 45. Alors, tu as beau avoir le beau talent, tout, mais il faut avoir la persévérance, le cœur, puis il faut que tu sois capable d'encourager tes coéquipiers. L'exemple parfait de Shane présentement. L'histoire se répétera dans ses débuts avec les Blue Bombers de Winnipeg en 2016, où la barrière linguistique constitue une embûche supplémentaire. Sa façon de faire, accepter sans être en mesure de communiquer, donner son 100% et travailler dur. Pour vous dire une chose, le football professionnel, ou peu importe les sports professionnels, c'est un entonnoir. Au début, quand on a commencé à Dolbeau, c'est tous les jeunes qui viennent.
Il y avait 400 jeunes dans la région qui jouaient au football de son âge. Après ça, il y avait 30 cégeps. Après ça, il y avait 6 universités. Là, on arrive au niveau canadien. Il y a 9 équipes, 50 gars qui peuvent être par équipe. 25 % c'est des Canadiens. Shane est un des 225 joueurs canadiens de cette ligue et est capable de performer. Je te lève mon chapeau. C'est super. Shane nous rend fiers non seulement par ses réalisations, mais également par ses qualités professionnelles qui représentent dignement notre communauté. Je le sais, Shane, que tu as Dolbeau-Mistassini tatoué sur le cœur, mais tu l'as aussi sur le bras. Une dernière fois, Shane, patriote. 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 Merci. J'ai commencé mon football ici, j'ai commencé à faire du sport ici. Puis je me suis fait enseigner des valeurs vraiment importantes qui encore aujourd'hui, probablement, qui me permettent de performer à ce niveau-là. Puis je suis reconnaissant de ça. Je suis reconnaissant de tous les fans que j'ai ici, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent. Puis j'essaie de représenter la ville du mieux que je peux. Puis quand je réussis à la représenter comme ça, tu sais, oui, le football, c'est un sport d'équipe. Je n'ai pas gagné tout ça, ce trophée-là, mais avoir la chance de l'amener ici puis de le partager avec des personnes que j'ai déjà gagné un championnat avec eux autres, avec ma famille qui me supporte depuis toutes ces années-là, c'était vraiment important pour moi. Donc, je suis super content que ça soit ici aujourd'hui. Le prochain mois, c'est entraînement, travail. Je suis un apprenti électricien, j'ai ma job de semaine normale. Je m'entraîne par la suite en attendant le football. Donc, c'est ça qui s'en vient les prochains mois. Puis la saison arrive vite, c'est dans 3 mois déjà, fait que c'est excitant. Merci de nous permettre de recevoir la Coupe Grey sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Évidemment, dans le contexte actuel, les possibilités de célébrer cet événement étaient limitées compte tenu de la pandémie et tout comme aussi le délai pour s'y préparer. Nous avons donc réfléchi longuement à différentes possibilités, afin de lui offrir un honneur désigné de ses réalisations. J'annonce qu'un stèle en l'honneur de Shane Gauthier sera ajouté ici, devant l'hôtel de ville, à notre parvis des Bleuets étoilés. Shane. Je suis extrêmement fier. Je savais même pas que ça existait, en fait. Je l'ai appris aujourd'hui, puis c'est un honneur. Puis j'accepte ce prix-là avec grande fierté, puis je vais essayer de représenter ce trophée-là jusqu'à temps que j'aie fini ma carrière. Puis même après ma carrière, je vais être un bon citoyen. La joaillière Sophie Villeneuve a maintenant pignon sur rue à Normandin. L'atelier Sophie Joaillerie a ouvert ses portes en novembre, à même la résidence de la propriétaire de l'entreprise. Nous sommes allés à sa rencontre afin d'en savoir plus. Moi, mon but, c'était de revenir au lac. J'ai aimé ça, la ville. C'est correct pour un temps, là, mais je voulais vraiment là, venir travailler au lac. Puis je savais que c'était un domaine où il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde non plus. Fait que mon but, c'était de revenir. J'ai été porter mes CV un petit peu partout. Puis tout de suite, là, quand j'ai fini, j'étais allée voir M. Thibault, Daniel Thibault à la bijouterie Albanel. Puis c'est lui qui m'a engagée. Puis j'ai été là pendant 21 ans jusqu'au temps que je starte l'atelier. Parce que là, lui, tranquillement, il s'en va vers la retraite, pré-retraite. Il veut diminuer tranquillement. Fait que c'était la bonne option là, pour moi là, de starter l'atelier. Oui, comment c'est venu cette idée-là, en fait, de faire un atelier comme ça en même de ta maison? Bien, en fait, ça répond à plusieurs besoins. Ça répond à mon besoin de continuer parce que je voulais pas arrêter. Puis, M. Thibault n'était pas vraiment intéressé à vendre la bijouterie non plus. Fait que je me suis dit, non, c'est le bon moment. Là. On fait le move, puis on regrandit la maison. Puis, ça répondait aussi à conciliation travail-famille aussi, là, c'était une bonne option aussi, puis c'est vraiment merveilleux, là, de juste avoir enfilé les souliers, puis hop, on traverse, là, pas décoller l'auto, ça a un avantage aussi, là, c'est pour question de qualité de vie, là, c'est l'idéal aussi. À Albanel, on allait chercher quand même Dolbeau un petit peu. Je vais peut-être perdre un petit peu. Il y en a peut-être là qui feront pas le petit plus à faire. Là. Ben, j'espère qu'à un moment donné, ils vont prendre leur courage à deux mains et faire
le petit plus de trajet. Mais à Albanel, c'est ça. On avait Girardville, Normandin, Saint-Thomas, Saint-Edmond. C'était tout... on allait chercher pas mal là, ce domaine-là. Fait qu'à Normandin, je reste pas mal là, dans le même bassin. Là. Fait que les gens qui étaient habitués de me voir à la bijouterie Albanel, ben ils vont venir me voir. C'est sûr que de plus en plus, je veux mettre des photos. J'ai réalisé en mettant quelques-unes sur Facebook que ça pognait pas mal. Là. C'est ça qui fait réagir beaucoup. Là. Fait que c'est sûr que je vais continuer à mettre des photos. S'il y en a qui m'écrivent en privé puis qui disent ben telle pièce m'intéresserait, oui, là, ça se pourrait là, que là, à ce moment-là, je dis oui, OK, c'est beau, je te l'expédie. Mais vraiment, la vente en ligne, là, c'est pas à court terme, c'est pas dans les projets. Là, il y a plusieurs affaires à démarrer là, quand on commence comme ça. Là, fait que là, je vais voir plus tard. Là. Pour ce qui est en comptoir, tu sais, j'ai beaucoup de colliers, j'ai beaucoup de bracelets. Les bagues, des pièces qui demandent beaucoup plus de temps, puis qu'il faut vraiment que c'est sur demande, ben je vais les faire au fur et à mesure. Là. Si j'ai du temps un peu, ça se pourrait que je me monte une petite collection de bagues, mais c'est sûr que pour le moment, là, les bagues, c'est vraiment sur demande. Après ça, il y a des boucles d'oreilles aussi. Je travaille beaucoup avec le stainless parce que je trouve que le stainless, ça a tous les avantages de l'or. Ça ternit pas, ça demande pas d'entretien. C'est hyper résistant, puis c'est hypoallergène. Fait que ça a vraiment beaucoup de qualité, je trouve. Puis c'est abordable, très abordable aussi. Et tout est fait par toi? Oh oui, c'est tout moi. J'ai pas d'employé, je suis toute seule. Fait que c'est ça. Je suis vraiment autonome à 100%. Là. Fait que je refais jamais 2 fois la même chose. Ça peut se ressembler. Des fois, c'est juste la couleur qui va être différente. Il peut y avoir... Mais normalement, là, j'essaye tout le temps de faire des petites différences. Est-ce que tu fais aussi de la réparation? Oui, la réparation, c'est vraiment la base. Là. C'est ça qui est comme la stabilité, là, c'est vraiment la réparation. Ça, il va toujours en avoir un petit peu. La vente, ben c'est des booms, c'est le temps des fêtes, la Saint-Valentin. Tu sais, là, ça va être des hauts et des bas, la vente. Là, mais la réparation, c'est vraiment quelque chose qui est stable. Il y en a beaucoup qui me le demandaient quand ils venaient, tu changes les piles de montre. Puis là, finalement, ben j'ai dit, OK, après les fêtes, on s'embarque dans le changement de piles de montre, des pins, les barrettes là, qu'on appelle pour les bracelets de montre. Ajustement de bracelets de montre aussi, ça, je vais le faire. Là. J'ai pas de site web, mais j'ai le Facebook de l'atelier, Atelier Sophie Joaillerie, là, tout d'un bout. Puis vous pouvez aller voir là-dessus là, si vous voulez être au courant de les horaires, parce que étant donné que justement j'ai pas d'employé, que je suis toute seule, ben s'il y a une journée que j'ai à m'absenter, ben j'aurai pas le choix. On barre la porte puis on est absente, mais vous pouvez aller voir sur le site Internet, vous avez l'horaire, et quand il y a quelque chose qui change, une nouveauté, ou je vais le partager, puis je vais mettre des photos aussi. La MRC de Maria-Chapdelaine déploie des efforts pour sensibiliser les motoneigistes à faire preuve de respect lors de l'utilisation des sentiers. Dans le cadre de la campagne « Respect pour une cohabitation durable », la MRC a entre autres diffusé une capsule dans laquelle nous pouvons entendre le témoignage de Denis Bernier, propriétaire de la ferme des Mésanges de Normandin. Le préfet de la MRC, Luc Simard, nous rappelle l'importance de ce type de sensibilisation. Oui, bien, c'est une campagne qu'on est vraiment fiers. On a un comité multiressources qui analyse là, la cohabitation des véhicules, bien, toute la cohabitation là, au niveau de la forêt, des différents usages qu'on a au niveau de nos terres publiques intramunicipales. On a beaucoup d'agriculture, on a des grandes bleuetières, mais on a aussi des sentiers de motoneige, des sentiers de quad. Puis ça fait en sorte qu'il y a des problématiques de cohabitation. Donc ce comité-là nous a recommandé de développer une image de marque. L'image de marque, c'est l'image Respect, le logo Respect que vous avez vu là, est tellement bien fait, tellement populaire, tellement bien conçu, qui a été repris pour l'ensemble du Québec, pour les clubs de motoneigistes, les clubs de quad, l'UPA aussi. Donc vraiment, on est très, très fiers du succès d'une petite initiative qui est partie d'ici, de la MRC, et qui est rendue pan-québécoise. Donc on a été très satisfaits de cette campagne-là. C'est une problématique qui existe partout, puis c'est souvent une minorité de motoneigistes qui ne comprennent pas qu'il faut qu'on respecte les agriculteurs. Les droits de passage qui sont donnés pour les sentiers de motoneige, c'est des droits de passage très fragiles, parce que les agriculteurs peuvent les reprendre s'il y a des problématiques dans leur champ. Donc, les clubs de motoneigistes, c'est tous des bénévoles de quad aussi. Ils ont des grandes problématiques à aller chercher ces droits-là. Et quelques délinquants peuvent faire en sorte qu'on perd les droits d'accès pour des sentiers au complet. Puis là, c'est très difficile de trouver des solutions alternatives. Donc, on demande vraiment aux motoneigistes, aux quadistes, de respecter les champs agricoles, les terres agricoles qui sont
prêté gracieusement par ces gens-là pour les clubs de motoneige, pour développer notre économie, mais aussi nos loisirs. Hein. Donc, le logo le dit bien, c'est une question de respect. Très belle capsule là, qui a été reprise près de 20 000 fois actuellement, à l'heure où on se parle là, sur Internet, visionnée 20 000 fois. Donc, c'est très, très belle capsule. Et on veut montrer la réalité. Les agriculteurs qui demandent, avec respect, d'être respectés par les motoneigistes. Donc, on est vraiment très, très contents. Mais on a aussi une personne responsable au niveau du développement agricole chez nous. Donc, on a vraiment une belle dynamique avec le monde agricole et on veut le valoriser davantage. Il y a plusieurs types d'impacts que ça peut avoir de ne pas respecter les droits de passage sur les terres agricoles. Le premier qu'on connaît bien, c'est de circuler partout parce que les cultures ont besoin du couvert de neige pour se protéger, que ce soit le bleuet, la luzerne, entre autres. Donc, si on passe à répétition en motoneige, ça entraîne des gels et les gels vont détruire les cultures. C'est des pertes monétaires très, très importantes pour les agriculteurs. Un autre inconvénient, c'est les gens qui jettent des déchets. Souvent, on pense aux canettes d'aluminium qui rentrent dans la machinerie quand on ramasse le fourrage, qui sont déchiquetées et par la suite, ils sont donnés, malheureusement, aux animaux dans leur fourrage et ça entraîne, dans bien des cas, des décès, donc des pertes importantes, de la souffrance animale aussi. Donc, c'est vraiment des éléments que les gens connaissent mal. Mais tout débris aussi là, peuvent causer des dommages aux animaux, là, des débris de plastique aussi. Donc, on demande aux gens d'être respectueux dans tous les sens du terme quand on emprunte des sentiers de motoneige sur des terres agricoles. Bien entendu, on demande aux gens de les dénoncer, mais de faire de la sensibilisation. C'est pas difficile d'aller dire à quelqu'un, regarde ça, là, ça peut avoir tel impact. La canette que tu viens d'acheter, elle peut tuer une vache. C'est très facile de le faire, puis on peut le faire d'une façon très respectueuse aussi. Donc, on demande des gens de le faire, parce que souvent, je pense pas que c'est ça de la malveillance, c'est tout simplement une méconnaissance là, des impacts de ces gestes-là. Parlez aux agriculteurs aussi. Les agriculteurs vont être heureux de vous parler de ça, puis ils sont fiers de leur terre agricole, fiers de leur cheptel. Puis ces gens-là vont pouvoir communiquer avec vous, puis vous dire quel impact ça peut avoir de ne pas respecter ces droits de passage-là. C'est ce qui complète le bulletin pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.